Ah, c'est bon. On y va? C'est bon? Bonjour, bienvenue dans ce premier quiz de droit des obligations qui aura l'occasion de se réitérer. Tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Benoît Chaffois, je suis un ancien professeur de pré-barreau et j'ai eu l'occasion aussi d'enseigner dans différentes IEJ. On va attendre que tout le monde se connecte pour lancer le début du streaming. Si certains d'entre vous ont déjà passé peut-être l'examen, vous pouvez le signaler aussi. L'objectif de ce quiz sera d'avoir une approche un peu globale de la matière. On va pas rentrer dans les détails ultra techniques, ça ce sera l'occasion de le faire dans des cours postérieurs. Et aussi des petits points méthodologiques, à chaque fois étayés par des petits développements pour expliquer les différents points. Alors je vois que certains d'entre vous sont déjà connectés, donc peut-être qu'on peut commencer avec la première question sur le premier thème qui porte sur la prestation. Alors, il s'agit ici de savoir si la prestation est une créance ou est ce qui est dû par le débiteur d'une obligation. Donc je vous laisse répondre et donner une réponse A ou une réponse B. On va attendre quelques secondes. La prestation, pour que ça reste clair pour vous, nous sommes dans le thème du droit des contrats, bien évidemment, et ça fait partie de la réforme droit des obligations. On a introduit l'exigence d'une prestation. Alors, en attendant les réponses, toujours, gardez bien à l'esprit que la réforme du droit des contrats qui a eu lieu, vous n'êtes pas censé l'ignorer, qui est entré en vigueur plutôt en octobre de l'année dernière, est un gros thème, bien évidemment, du droit des obligations. J'ai fait exprès ici, dans le quiz, vous allez voir, de prendre différents points de la réforme. Alors, je vois deux réponses. J'ai une réponse A et une réponse B. Alors, c'est évidemment la réponse B. La prestation, c'est ce qui est dû par le débiteur d'une obligation. C'est par exemple livrer une marchandise, fabriquer un meuble, verser une somme d'argent, donner une consultation, réaliser une construction, ainsi de suite. D'accord ? La créance. La créance, on va la distinguer de la dette. C'est le volet actif et passif de l'obligation. D'accord ? Vous avez confondu ça parce qu'en fait, quand on vise une obligation, on vise toujours la créance et la dette. Mais si on raisonne en fait du côté du débiteur, la prestation se rapproche à la dette. D'accord ? D'ailleurs, c'est plus proche de la dette que de la créance, la prestation. Alors, je vois que c'était une petite mise en jambe, tout le monde est connecté, allons-y, on passe à la question 2. Alors, toujours sur le même thème, la prestation. L'idée ici est de savoir si dans un contrat, la prestation doit être déterminée, déterminable, déterminée ou déterminable et possible. Ce qui serait bien, c'est que vous me posiez la réponse. Alors, il y a plusieurs réponses possibles. D'accord ? Je vois déjà les réponses qui arrivent. C'est que vous me donniez la réponse si certains d'entre vous ont un code civil à côté d'eux, me donner plutôt l'article du code civil qui répond à cette question. Pourquoi ? Parce que dans un cas pratique, lorsque vous répondez à un cas pratique, il est nécessaire de respecter le syllogisme. Et le syllogisme consiste à avoir la majeure, la mineure, et après conclure. Dans la majeure, on pose la règle de droit. Et la règle de droit, bien évidemment, dans ces hypothèses-là, c'est le code civil. Alors, les réponses, je vois du C et du D. Effectivement, ce sont les réponses C et D. Non, pas A et D, C et D. Il faut que la prestation soit déterminée ou déterminable et qu'elle soit possible. Alors, on va les définir, on va donner l'article du code civil. Ce qui serait bien, c'est que dès maintenant, là, vous preniez, pour ceux qui sont connectés, votre code civil, et comme ça, vous commencez à feuilleter le code civil au fur et à mesure, parce qu'au jour de l'examen, ce qui va vous permettre de faire la différence avec vos camarades qui le passent, c'est de savoir utiliser le code civil. Parce que le meilleur des ouvrages, c'est pas le traité de droit civil, c'est le code civil. Et quand on sait utiliser le code civil, on s'en sort. D'accord ? Pour la petite anecdote, moi, quand j'avais passé le barreau, je m'en étais sorti avec mon code civil. Parce que je savais aller vite dans le code civil. Donc c'est l'article 1168 du code civil qui nous dit que la prestation doit être possible, déterminée ou déterminable. Alors, possible, ça signifie que la prestation peut être réalisée. D'accord ? Déterminée, ça signifie que la prestation doit être connue à l'avance. Peut être connue à l'avance. Autant pour moi. Et déterminable, c'est l'inverse du coup de déterminé, et c'est l'idée selon laquelle la prestation peut être déductible du contrat ou peut être connue par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties sans qu'il soit nécessaire d'avoir un nouvel accord. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir viser
dans la prestation déterminable. Par exemple, on se pose la question maintenant de savoir si le prix, l'exigence d'un prix dans le contrat, peut être déterminé ou déterminable. Et au regard de certains articles et des jurisprudences sur le prix récentes, on va le voir parce que ça fait partie des questions d'après, le prix doit pouvoir être déterminable et pas forcément déterminé. C'est-à-dire qu'en fait, on doit pouvoir le déduire peut-être de certains éléments du contrat. On imagine un contrat où on va dire que le prix ne correspond pas, par exemple, à une somme de 100 €, mais sera variable, on va l'indexer en fonction peut-être d'un cours, le cours du tissu, le cours des matières premières, ainsi de suite. Ça, c'est un prix déterminable, mais il n'est pas déterminé parce qu'il n'est pas connu à l'avance, vu que le cours des matières premières va évoluer. 1168 du Code civil, pour la personne qui me pose la question de l'article. C'est l'article 1168 du Code civil sur la prestation. Alors, on passe au thème suivant sur le prix. D'accord? Alors, vous avez vu, je suis parti de la prestation parce qu'en fait, en partant de la prestation, on va dériver incidemment sur le prix. On part de la prestation et à travers l'exigence de la prestation, on va se poser des questions sur le prix. Donc, le prix. Question 3, du coup. Le prix peut-il être fixé unilatéralement par une des parties? Donc, ah oui. La question ici, c'est de savoir si, dans un contrat, est-ce que une des parties peut dire, voilà, dans le contrat, en fait, on va décider que monsieur X fixera le prix au moment de la conclusion, par exemple, des ventes successives, si on a un contrat avec des ventes successives. D'accord? Alors, ça, c'est une question, faites attention. Réfléchissez un peu. Il y a, pareil, dans le Code civil, on est sur les mêmes thèmes. Il suffit de remonter légèrement dans le code, d'accord? Et vous aurez la réponse, d'accord? Donc, est-ce que le prix peut être unilatéralement fixé par une des parties? J'attends encore vos réponses. Vous êtes encore en train de vous interroger. Donc, c'est simple, hein, oui ou non. De toute façon, il n'y a pas de réponse bête. Hein, on va les expliquer à chaque fois. Alors, attendez, on me pose l'ancien article 1168 pour la A2. Non, attention, c'est prenez les dispositions sur le code civil, du code civil, les nouvelles dispositions. On va pas ici raisonner au regard des anciennes dispositions. Alors, passons quand même à la question sur le prix. Fixé unilatéralement, oui. Le prix peut être fixé unilatéralement par une des parties. Il n'y avait qu'une réponse possible. Alors, attention. Dans quel cas le prix peut être fixé unilatéralement par l'une des parties? Ici, il s'agit de s'interroger sur certains types de contrats. Dans certains types de contrats, en fait, on peut envisager que le prix soit fixé unilatéralement par une des parties. Oui, c'est 1163 nouveau. Je vois qu'on pose la question. C'est avant 164. C'est une erreur de langage. Donc, fixé unilatéralement par une des parties, c'est les deux articles qui suivent. Pour ceux qui ont suivi dans le Code civil, c'est 1164 et 1165. Ici, en fait, on vise certains types de contrats, qui sont en fait les contrats cadres et les contrats de prestation de services. Quand vous raisonnez comme ça, vous avez, imaginons un cas pratique, où en fait, on va mettre en place une fixation unilatérale du prix. Vous n'allez pas pouvoir répondre tout de suite en disant oui, on peut fixer unilatéralement le prix, oui ou non. Vous allez commencer par, ce que j'ai fait avant, la prestation. Poser la question de savoir si la prestation peut être déterminée ou déterminable. Fixé unilatéralement par une des parties, on peut imaginer que le prix, donc, du coup, ne soit pas précisé dans le contrat, mais on va pouvoir le déterminer en fonction de certains éléments. Donc là, on reprend mon exemple de tout à l'heure sur le coût des matières premières. Imaginons que le prix, par exemple, d'un meuble soit dépendant du bois, forcément, d'accord? Donc la livraison du bois, le prix du bois, sera fonction du cours du bois, d'accord? Et donc là, dans la vente, le producteur du bois va pouvoir dire, en fait, je ne fixe pas le prix tout de suite, je le fixerai au moment de certaines ventes successives. Et ce que je suis en train de décrire, c'est ce qu'on appelle un contrat cadre, d'accord? Donc ces contrats-là, en fait, ils sont visés à l'article 164 du Code civil, c'est des contrats par lesquels les parties vont encadrer leurs relations de manière générale, mais vont, par le biais de contrats d'application successives, en fait, déterminer au cas par cas l'application du contrat. Et dans l'exemple que j'ai donné, ce sera la vente à chaque étape des matières premières pour pouvoir réaliser des meubles. Et bien, dans ce type de contrat-là, les contrats cadres, on peut mettre en place une fixation unilatérale du prix par l'une des parties. D'accord? Ce sont des exceptions parce que, en principe, le prix va être négocié entre chacune des parties. Mais par exception, en fait, dans ce type de contrat, les contrats cadres, on va pouvoir le fixer unilatéralement. Et il y a aussi un autre type de contrat, c'est des contrats de prestation de service. D'accord?
c'est l'article 1165. Donc là, en fait, on était sur les articles qui étaient juste après, 1164, 1165. D'accord? Donc, quand vous êtes dans un cas pratique, vous n'oublierez pas, vous raisonnerez en posant les articles du Code civil, d'accord? En disant, voilà, on a une exigence du prix à travers l'exigence de la prestation dans le contrat, d'accord? Et on va s'interroger sur le point de savoir si ce prix peut être fixé unilatéralement par une des parties, ce qui peut sembler brusque au premier abord. On se dit, oulala, comment ça se fait qu'une des parties puisse, comme ça, d'un coup, fixer le prix? Mais en fait, c'est possible dans certains types de contrats. Et lorsque vous ferez ça, non, les contrats de prestation de service, contrat d'adhésion, on va le voir après. Gardez-le pour après. Je réponds par rapport au chat. Et donc, dans ce type de contrat-là, vous n'oublierez pas de poser la définition du contrat. Vous appliquerez ça à l'espèce en vérifiant si on est bien dans le type de contrat en cause. Et après, par exception, si on est par exemple dans le contrat cadre, on peut fixer unilatéralement le prix. Donc pour le Adrien qui nous parle du contrat d'adhésion, c'est pas mal, c'est très bien. On va le voir après. Le contrat d'adhésion, c'est un contrat très particulier qui a été créé notamment par la réforme. Soyez pas désolés. Hein. Pour ceux qui s'excusent sur le chat, vraiment, soyez pas désolés. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de bêtises. On est là pour avoir quelque chose d'un peu didactique et amusant sur le droit des contrats. Donc pour le contrat d'adhésion, je fais une digression. C'est un contrat qui est assez particulier, qui a été créé suite à la réforme du droit des contrats. On va le voir après. Il est assez intéressant parce que c'est un contrat qui, en fait, permet de protéger la partie qui est considérée comme faible. Et pour ceux qui ont peut-être déjà vu le droit des contrats ou qui ont des souvenirs, ça fait partie des anciennes jurisprudences Chronopost notamment, et c'est sur le thème de la disparition de la cause. Je le garde pour après parce que c'est quelque chose qui va nous intéresser. Alors, eh bien, nous en sommes du coup à ma question 4. Donc, qui nous dit le contrat entre un fournisseur... en fait, c'est une application pratique de ce qu'on a vu tout à l'heure. Le contrat entre un fournisseur de bois et une société d'ameublement stipule que le prix de chaque commande sera réglé en fonction du cours du chêne le jour de la commande. Chaque commande fera l'objet d'un contrat de vente spécifique. En fait, je pense qu'il y a une erreur dans le slide, parce que là, l'idée, c'était de savoir si il est possible d'avoir cette clause. Donc, on va préciser indirectement. Donc là, l'idée, c'est de savoir s'il est possible d'avoir une clause dans un contrat, typiquement le type de contrat que je vous expose là, entre un fournisseur de bois et une société d'ameublement, qui préciserait que le prix de chaque commande serait réglé en fonction du cours du chêne le jour de la commande. Alors normalement, avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure, vous pourrez me répondre oui ou non. Et normalement, vous n'avez pas le droit de vous tromper, parce qu'on a tous vu le thème qui était développé avant. Alors, est-ce qu'il est possible de considérer que le prix, en tout cas de mettre en place ce type de clause? Il faut raisonner par rapport à la fixation unilatérale du prix. Donc c'était la question qu'on avait juste avant, d'accord? Voilà, oui, on peut le faire. On peut le faire tout simplement parce que là, on est bien évidemment sur une application pratique de ce qu'on vient d'exposer. Donc vous voyez là, lorsque vous êtes en train de raisonner, ce qu'il faudra faire, c'est partir de la prestation, d'accord? Vous partirez de la première question qu'on a vue, en disant, à travers l'exigence de la prestation, ça c'est le raisonnement que vous devez suivre en cas pratique, d'accord? Vous allez dire, à travers l'exigence de la prestation, dans le code civil, on va se poser la question de savoir si la prestation doit être déterminée ou déterminable. Est-ce que là, la prestation est déterminée? Donc le prix, en l'occurrence, ce serait le prix là. Est-ce qu'elle est déterminée? Ben non, parce qu'en fait, on ne sait pas exactement à combien s'élèvera le prix. Est-ce qu'elle est déterminable? Oui, parce qu'en fait, on a des éléments dans le contrat qui vont nous permettre de déterminer le prix. Et l'élément ici, c'est de dire que ce sera réglé en fonction du cours du chêne, d'accord? Bon, premier point, du coup, qui dans le cas pratique vous permet de dire, voilà, maintenant, je sais que on est sur l'exigence du prix à travers la prestation et de savoir si c'est déterminé ou déterminable. Vous avez dit que c'était déterminable. Maintenant, deuxième point, pour répondre à la question, est-ce que on peut fixer unilatéralement le prix? Bah là, il suffira de reprendre les articles qu'on a évoqués tout à l'heure, de vérifier qu'on soit bien dans un contrat cadre. A priori, ça correspondra à un contrat cadre là, parce qu'on aurait un contrat général qui englobe du coup des contrats d'application successive, c'est ce qui est dit dans la clause. Hein. Chaque commande fera l'objet d'un contrat de vente spécifique. Ce sera nos contrats d'application successive. Et donc là, vous allez dire qu'on regarde l'article 1111 du Code civil, hein, c'est celui qui définit le contrat cadre. On regarde cet article, dans ce cas-là, on est dans le cas d'un contrat cadre, et donc vous pourrez en conclure, ce sera la fin de votre raisonnement, hein, que étant dans le cas d'un contrat cadre, le prix peut être fixé unilatéralement, et donc la clause est valable. Très bien. Passons à la question suivante. On est sur le thème donc numéro 3, qui sera sur la durée du contrat. Alors, la durée du contrat, ici, question,
est-ce que il est possible de s'engager perpétuellement dans un contrat? D'accord? Faites attention au terme employé. La question ici, c'est l'engagement perpétuel. D'accord? Est-ce qu'il est possible de s'engager perpétuellement dans un contrat? Alors, je vois que les réponses arrivent. Eh ben, effectivement, il n'est pas possible de s'engager perpétuellement dans un contrat. Alors ici, ce qu'il ne faut pas confondre, c'est le contrat à durée indéterminée et l'engagement perpétuel. Pourquoi? Parce que le contrat à durée indéterminée, c'est un contrat dont on ne connaît pas le terme, on ne connaît pas la fin du contrat, d'accord? L'engagement perpétuel, c'est différent. Ça consiste à dire, voilà, je m'engage auprès de vous pour toute ma vie, d'accord? Et alors, pourquoi est-ce que les engagements perpétuels sont interdits en droit français? Ben, c'est tout simplement en rapport avec l'abolition de l'esclavage, d'accord? On a aboli l'esclavage parce qu'en fait, l'esclavage, c'est une forme d'engagement perpétuel vis-à-vis de celui qui avait l'esclave, d'accord? Quand on a aboli l'esclavage, il était logique du coup de considérer que les engagements perpétuels n'étaient pas possibles, parce que si on s'engage perpétuellement envers une personne, eh ben on est, vous voyez, dans cette limite un peu entre voilà, je m'engage perpétuellement et du coup c'est un rapport à l'esclavage. Donc c'est l'héritage en fait qu'on a qui interdit les engagements perpétuels en droit français, d'accord? Je passe sur ce thème parce que du coup on va arriver au contrat à durée déterminée, au contrat à durée indéterminée. Alors, maintenant, question suivante. Dans un contrat, peut-on s'engager sur une durée déterminée ou indéterminée? Alors, ça va pas appeler beaucoup de développement. La réponse, là, à vous de voir. Peut-être qu'il y a une réponse, deux réponses. En tout cas, on n'admet pas les engagements perpétuels. Alors, allons voir si vous admettez l'engagement sur une durée déterminée et sur une durée indéterminée. Pour ceux qui travaillent, qui ont des jobs d'été, je pense que vous êtes capable de répondre normalement. Ou qui ont Ah, voilà. Donc c'est A et B. Évidemment, on admet en contrepartie les engagements sur une durée déterminée et indéterminée. Je développe pas plus longtemps parce que avec la question suivante, on va pouvoir développer. Donc effectivement, engagement sur une durée déterminée et engagement sur une durée indéterminée. Alors, maintenant, une fois qu'on admet ces engagements, une fois qu'on admet l'engagement à durée déterminée ou indéterminée, on va se poser la question de savoir comment on met fin à cet engagement. Comment est-ce que l'engagement prend fin? Est-ce que, alors en dépit de la nullité du contrat ou des hypothèses adverses, maintenant, est-ce que on peut mettre fin au contrat? Alors la question est la suivante, peut-on mettre fin à un contrat à durée indéterminée? L'hypothèse, c'est celle où moi, je suis engagé à durée indéterminée avec un co-contractant et je souhaite y mettre fin. Et alors, est-ce que je peux y mettre fin? Et si oui, dans quelles conditions? D'accord? Alors, effectivement, on peut mettre fin à un contrat à durée indéterminée. Heureusement pour nous, on peut se désengager. Ce serait quand même problématique si, une fois qu'on est engagé, on ne peut plus y mettre fin. Sinon, on tomberait dans l'engagement perpétuel. Vous avez compris. Alors, par contre, cette terminaison du contrat est encadrée. D'accord? Donc, dans le Code civil, il nous est dit que on peut mettre fin à cet engagement à durée indéterminée sous réserve de respecter soit un préavis qui serait contractuellement prévu, donc ça peut être un préavis de 1 mois, un préavis de 2 mois. Donc s'il y en a qui sont engagés sous CDI ici, généralement c'est 1 mois ou 2. Après ça dépend du type de contrat. Et si aucun préavis n'est prévu dans le contrat, dans ce cas-là, il faut respecter ce qu'on appelle un délai raisonnable. D'accord? Alors, du coup, on va passer à la question suivante, qui est la même question, un peu détournée, pour le contrat à durée déterminée. D'accord? Alors ici, il s'agit de savoir si dans un contrat à durée déterminée, donc l'hypothèse c'est vous vous engagez dans un contrat pour une durée de 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est ce qu'on appelle les CDD dans le langage courant. D'accord? Dans les journaux, quand on entend parler de ce type de contrat, on vous dit oui, les CDD. C'est des contrats à durée déterminée. D'accord? Ce qui est en train de devenir la majeure partie des contrats. Alors, dans un contrat à durée déterminée, est-ce que on peut exécuter le contrat comme bon nous semble? C'est-à-dire, en fait, j'exécute le contrat et puis, si j'en ai marre, j'arrête. Un peu comme dans le contrat à durée indéterminée, finalement. Je mets fin au contrat. Ou est-ce qu'on doit exécuter le contrat jusqu'à son terme? Alors, je vois les réponses arrivent. Effectivement, il est nécessaire d'exécuter le contrat jusqu'à son terme.
Et c'est toute la spécificité, en fait, de l'engagement à durée déterminée. Et c'est ce qui vous fera dire, si vous discutez avec un employeur, qu'il est beaucoup plus difficile de mettre fin à un engagement à durée déterminée qu'à un engagement à durée indéterminée. Parce que lorsqu'on a un engagement à durée déterminée, il est nécessaire d'aller jusqu'au bout du contrat. Alors, sauf faute et sauf hypothèse où en fait on a des inexécutions contractuelles, hein, mais on n'y est pas encore, d'accord? Là, c'est l'hypothèse où tout se passe bien, mais on veut mettre fin au contrat. Et ben, c'est beaucoup plus dur dans le cadre d'un engagement à durée déterminée que dans le cadre d'un engagement à durée indéterminée, d'accord? Donc, assez étrangement et contrairement à ce que l'imagerie populaire, veut nous faire croire, dans le contrat à durée déterminée, on est presque mieux protégé que dans le contrat à durée indéterminée. Parce que dans le contrat à durée déterminée, eh ben, il est nécessaire d'aller jusqu'à son terme. D'accord? Donc, question suivante. Alors, on passe sur le thème suivant, qui est l'inexécution du contrat. Alors, on a nos contrats, on a posé nos contrats, on a posé nos durées de contrat. D'accord? Contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée. Alors, dans le contrat à durée indéterminée, il est très simple de mettre fin au contrat. D'accord, on l'a vu tout à l'heure, parce que dans le contrat à durée indéterminée, je peux mettre fin au contrat en respectant un délai de préavis, un délai de raison. Maintenant, dans le contrat à durée déterminée, on nous dit qu'il est nécessaire que chaque partie, plutôt, doit poursuivre l'exécution du contrat jusqu'à son terme. D'accord? Maintenant, il existe quand même des hypothèses où le contrat est mal exécuté, ou alors il y a une inexécution. D'accord? Donc, où une partie serait fautive. Alors, dans ce cas-là, maintenant, il faut envisager cette inexécution et les conséquences de cette inexécution. D'accord? Alors, allons-y sur ce thème. Maintenant, question 9, la partie envers laquelle un engagement n'a pas été exécuté ou a mal été exécuté peut unilatéralement résoudre le contrat si l'inexécution est minime, grave, minime, moyenne ou grave. D'accord? Alors, petite précision de cours, pendant que vous me donnez les réponses. Avec la réforme du droit des obligations, on a codifié, en fait, des sanctions à l'inexécution du contrat. D'accord? Donc, il y a 5 sanctions à l'inexécution du contrat. C'est à l'article 1217 du Code civil qu'elles sont listées. D'accord? Et parmi ces sanctions, on a une sanction qui est issue, en fait, d'une jurisprudence, qui est la résolution unilatérale du contrat. L'idée, en fait, c'est qu'une partie va seule mettre fin au contrat. Cette résolution unilatérale peut prendre 3 formes. D'accord? Première forme, on imagine que dans le contrat, on est prévu une clause qui précise que, par exemple, en cas d'inexécution pendant plus d'un mois ou d'inexécution d'une prestation précise, par exemple, on imagine que on a un contrat de fourniture de service et que le fournisseur ne livre pas. Voilà, eh ben, on peut imaginer une clause qui dit au bout de 2 livraisons manquées, le contrat, il est mis fin au contrat. Donc ça, c'est une clause résolutoire, d'accord? Première hypothèse. Deuxième hypothèse, et en fait, qui serait l'hypothèse dans laquelle nous sommes dans cette question, c'est l'hypothèse où nous ne sommes pas face à une clause résolutoire, et en fait, l'une des parties souhaite mettre fin au contrat, face à une exécution. Là, il a fallu l'encadrer. Et en fait, la question qui vous est posée là, ça correspond aux conditions pour pouvoir en tout cas arguer de cette résolution unilatérale. Il y a une condition de forme, une condition de fond. Nous sommes sur la condition de fond, la condition de forme, je vais vous la donner après. Et alors, dernière hypothèse, c'est l'hypothèse où vous faites une demande en justice. En fait, c'est la résolution judiciaire. Donc, par hypothèse, on serait plutôt dans un CDD, d'accord? Et là, on va aller voir le juge pour lui dire, voilà, j'ai une inexécution d'une obligation et je souhaite mettre fin au contrat. Et en fonction de la condition que nous allons voir maintenant, le juge accepte ou non. Alors, la réponse, je vois que les réponses arrivent. Eh bien, effectivement, c'est la réponse C, d'accord? C'est la réponse C, tout simplement. En fait, on subordonne la résolution unilatérale à la caractérisation d'une exécution grave, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, on a voulu éviter si vous voulez, on regarde d'un mauvais œil la justice personnelle. Quand on se fait justice à soi-même, c'est pas le but du droit. Le but du droit, c'est d'encadrer les relations. Mais en fait, on s'est rendu compte que face à une exécution grave, il pouvait être plus protecteur de permettre à l'une des parties de résoudre le contrat. Ça, c'est la condition de fond, d'accord? Condition de forme, c'est de mettre en demeure
dans un premier temps, la partie qui s'inexécute d'exécuter en fait son obligation, d'accord? Et si cette inexécution persiste, de lui notifier la résolution et les raisons qui motivent cette résolution. Il faudra mettre les raisons qui motivent cette résolution parce qu'en fait, ça permet en cas de contestation devant le juge de pouvoir dire voilà, moi, je motive la résolution pour telle et telle raison. Et en fait, ça évite les contestations. Alors, sur la mise en demeure d'exécuter, faites attention, petit piège, c'est sauf en cas d'urgence. D'accord? S'il y a une urgence, il faut vraiment caractériser l'urgence, hein. Il n'y a pas de mise en demeure, vous pouvez directement envoyer une notification qui précise qu'il y a une résolution. En cas pratique, ça peut être un piège, par exemple. On peut imaginer un cas pratique où en fait on met une urgence très grave, hein. Par exemple, on est toujours sur une fourniture de biens, et en fait notre producteur a besoin des fournitures à une date précise, sinon il pourra pas exécuter ses commandes. Et il avait précisé auparavant que si c'était pas livré à telle date, il fallait qu'il aille voir ailleurs parce que de toute façon il n'aurait pas pu exécuter ses commandes. Là pour le coup il y aurait urgence, d'accord? Mais faites attention en cas pratique, ça peut être un petit piège qui du coup vous fait vous avoir sur les conditions de forme, alors que vous allez avoir ce sentiment d'avoir réussi, et ça c'est insupportable pour quand on est étudiant, de se dire oh mais en fait j'avais le bon raisonnement, mais je me suis fait avoir sur une petite condition de forme, d'accord? Donc c'est là que encore une fois, c'est ce que je vous dis, la lecture du Code civil et la caractérisation des réponses au regard du Code civil vous permet de tout simplement pas vous planter. D'accord? Dans le syllogisme, on n'oublie pas au regard de la majeure à chaque fois d'identifier les conditions. Très bien, on passe à la question suivante. Donc la question suivante concerne un thème qui nous intéresse. Alors on est sur la responsabilité contractuelle et c'est l'hypothèse où en fait on s'exonère de sa responsabilité. En fait, j'ai commis une faute, mais par le biais de la force majeure, qui est le thème de la question, je vais pouvoir dire finalement vous ne pourrez pas me poursuivre. D'accord? Alors la force majeure, c'est pour ceux qui ont un code civil devant eux, la force majeure en matière contractuelle, hein, c'est l'article 1218 du Code civil, d'accord? Et donc, là, je vois qu'il y en a beaucoup qui se font avoir sur les réponses. Beaucoup me donnent A, B, C, D ou B, C, D. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes en train de vous faire avoir? Prenez votre code pour ceux qui l'ont, allez lire l'article 1218. Quand on lit l'article 1218, on se rend compte que le D n'est pas dans l'article 1218, d'accord? Il y a le A, le B et le C. Donc la force majeure, c'est un événement qui échappe au contrôle du débiteur, qui est imprévisible, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le prévoir lors de la conclusion du contrat, d'accord? Et qui est irrésistible, c'est-à-dire que lorsqu'il survient, on ne peut pas y résister, d'accord? L'extériorité, qui est le petit point, qui est en train finalement tous de vous faire un petit... L'extériorité, c'était une condition de la force majeure. C'est une condition de la force majeure telle qu'elle était présentée en jurisprudence, d'accord? Et il y a encore des jurisprudences qui nous disent la force majeure, c'est un événement extérieur. Sauf que, en fait, on a une évolution de jurisprudence et il semblerait qu'on ait abandonné la condition d'extériorité. Et cette tendance, alors, en gardant toute proportion gardée par rapport à Mémo, parce qu'on verra bien ce qu'en fera la jurisprudence. La réforme est neuve, hein. Mais en tout cas, cette tendance qui consiste à abandonner l'extériorité paraît se confirmer parce que dans l'article 1218, lorsqu'on prend les conditions de la force majeure, il n'y a plus d'extériorité. Donc, finalement, quand on regarde l'article 1218, le mouvement en jurisprudence qui consistait à abandonner l'extériorité de la force majeure en matière contractuelle, et aussi lorsqu'on regarde le rapport remis au président de la République sur la réforme de droits des obligations, tout porte à croire que la condition d'extériorité serait définitivement abandonnée. Je mets des guillemets, bien évidemment, parce que on ne sait pas si demain la jurisprudence va pas peut-être aller chercher encore une fois l'extériorité. A priori, ce serait inutile, parce que tout tend vers un abandon de cette condition, et le législateur, en instaurant cet article 1218, semble en tout cas avoir fait preuve de cette volonté d'abandon. D'accord? Alors, très bien. On passe à la question suivante. Merwan, c'est pas grave de se planter sur une question. Encore une fois, c'est un petit quiz un peu interactif, avec des thèmes globaux. Là, l'idée, après, c'est de les réviser. Et puis, de toute façon, je suis en train de vous expliquer. Donc, vous ferez pas l'erreur une deuxième fois. Ça, c'est évident. Il vaut mieux se planter une fois, maintenant, que de se planter au jour de l'examen.
Alors, on passe à un thème suivant qui est la preuve. Alors, la preuve, ça c'est un beau thème parce qu'en fait, c'est un thème qu'on oublie de voir en université, enfin qu'on oublie, ou en tout cas qu'on traite assez rapidement. Ou souvent on le traite en première année en introduction au droit. Donc introduction au droit, quand on arrive, qu'on passe le barreau, soit en quatrième année, soit en cinquième année, généralement la preuve, on ne sait plus comment ça marche. Alors, on va faire un petit rappel de cours pendant que vous répondez. Rappel de cours, on distingue la preuve des faits juridiques de la preuve des actes juridiques. D'accord? Sur la preuve des faits juridiques, l'idée, c'est qu'il se prouve par tout moyen. Sur la preuve des actes juridiques, l'idée, c'est qu'il se prouve par écrit, sauf lorsque l'acte porte sur une certaine somme. Et là, du coup, ma question est sur ce thème-là. Lorsqu'on est face à un acte juridique qui porte sur une somme supérieure, ah bah en fait, on vous a pas mis les... Non, alors là, ah oui, ça va pas du tout, c'était pas les questions. C'est pas grave, une petite erreur technique. Je vais vous donner les questions et vous y répondrez directement. D'accord? Donc, quand l'acte juridique porte sur une somme supérieure à 1500 euros, est-ce qu'il doit être prouvé par un acte écrit ou un acte authentique, d'accord? Donc en fait un acte qui a la même valeur, ou est-ce qu'il peut être prouvé par tout moyen? On va dire que la réponse A, ce serait un acte qui a une même valeur, donc un acte écrit ou un acte authentique, qui aurait une valeur probante supérieure. Et sinon, la réponse B, ce serait par tout moyen, d'accord? Il y a une petite erreur technique en fait là au moment du slide. Je vois que la question telle qu'elle est posée n'apparaît pas. Donc, voilà, le temps que ça vous arrive, la réponse ici, ce serait la première réponse. Voilà, acte écrit, acte authentique. Bien joué Lydia, effectivement. Donc, pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, on nous précise que lorsqu'on prouve par un acte juridique, on a une limite en argent. Cette limite-là, elle est fixée par décret. Et le décret nous dit qu'en fait, au-delà de 1500 euros, on prouve par écrit ou par acte authentique. Au-dessous de 1500 euros, pour le coup, la preuve est libre. D'accord? Donc, je passe à la question suivante. On est sur les vices du consentement. D'accord? Alors, sur les vices du consentement, ça c'est un beau thème que moi j'aime bien. Parce que les étudiants aussi se font souvent un peu avoir. Et c'est le thème sur l'erreur sur la valeur. Donc, je vous laisse répondre. La question, c'est l'erreur sur la valeur est-elle une cause de nullité ou n'est-elle pas une cause de nullité? D'accord? Bah Baptiste, je vous laisse répondre sur si c'est une cause de nullité ou si c'est pas une cause de nullité. Alors voilà, tout le monde répond, très bien. C'est le B. Alors pourquoi l'erreur sur la valeur n'est pas une cause de nullité? Et il faut le préciser. Parce que les étudiants, en tout cas, moi mes étudiants de deuxième année, ont tendance un peu à se faire avoir à chaque fois. C'est pas une cause de nullité, tout simplement parce que l'erreur, telle qu'on la conçoit, en tout cas comme un vice du consentement, il faut qu'elle soit déterminante du consentement, d'accord? Et en fait, la valeur c'est une conception qui est un peu spécifique. La valeur, en fait, c'est très subjectif. Pour faire très simple, moi, je peux très bien décider que cette bouteille d'eau, là, vaut 100 euros. Pourquoi pas? Si je décide que cette bouteille d'eau vaut 100 euros et que je la vends 100 euros et que quelqu'un l'achète 100 euros parce que c'est ma bouteille à moi, pourquoi pas, hein? Eh ben, on va dire que cette bouteille-là vaudrait 100 euros. Pour les 3/4 des gens qui regardent ce chat, sauf ceux qui ont envie de payer 100 euros une bouteille, vous allez me dire, cette bouteille-là, elle a déjà été utilisée, je vous en donne 10 centimes. Ce serait la valeur de marché, d'accord? Pourquoi je fais cette digression? Tout simplement pour vous expliquer que la valeur, c'est subjectif. C'est une appréciation subjective des choses, d'accord? Et c'est l'exemple typique du collectionneur. Le collectionneur ou le fan, par exemple, d'un artiste, va acheter des timbres ou va acheter une écharpe qui appartient à un artiste pour des sommes qui vont dépasser l'entendement, alors que pour une personne qui ne s'intéresse pas du tout à ce type d'artiste ou au timbre, cette personne-là va payer le prix qui correspondrait au marché, d'accord? Et donc, la subjectivité de la valeur fait qu'en fait, il est très difficile d'avoir ce qu'on considérait comme étant une valeur juste, parce qu'en fait, la valeur juste, elle n'existe pas. Il n'y a pas de valeur juste. Il y a une valeur de marché, il y a une valeur ajustée en fonction du marché, et il y a après la valeur telle qu'on va pouvoir en décider, d'accord? Donc, la valeur n'est pas, l'exerreur sur la valeur n'est pas une cause de nullité. Mais attention,
petit point, vous vous souvenez peut-être des arrêts Poussin. Pour ceux qui ne les connaissent pas, en fait, l'idée ici, c'était d'invoquer l'erreur parce que, en fait, on avait vendu des photographies en ne sachant pas qui était l'auteur des photographies. Donc, c'était un artiste, en fait, très connu et la personne qui les avait vendues ne savait pas que c'était un artiste. D'accord? Donc, là, l'erreur porte sur la qualité de l'artiste. D'accord? Je ne sais pas que ces photographies ont été réalisées par un artiste très connu. Très bien. Cette erreur-là, sur les qualités de l'artiste, qu'est-ce qu'elle entraîne? Ben forcément, elle entraîne une erreur sur la valeur. Parce que je me plante, je ne sais pas qui est l'auteur de cette photographie. Je pense que c'est Madame Michu qui fait de la photo pour s'amuser le dimanche. Et en fait, c'est un auteur très célèbre. C'est par exemple Bourdin. C'est un Guy Bourdin qui est un photographe très célèbre. Bon, et ben une photographie qui en fait est celle de Guy Bourdin va forcément valoir plus. D'accord? Donc, lorsqu'on a une erreur sur les qualités essentielles de la prestation, donc là en l'occurrence l'auteur de l'œuvre, elle va forcément entraîner a posteriori une erreur sur la valeur. Et cette erreur-là va être cause de nullité du contrat. Mais attention, vous ne pouvez pas dire que c'était une erreur sur la valeur. Parce que c'était une erreur qui, à l'origine, porte sur les qualités essentielles de la prestation. En l'occurrence, l'auteur. D'accord? Et par ricochet, ça entraîne une erreur sur la valeur. Ok? Ça, c'est un point où les étudiants ont tendance à un peu se faire avoir parce que quand on explique ces arrêts, souvent on vous parle de la valeur, mais on n'explique pas qu'en fait, à la base, il n'y a pas d'erreur sur la valeur. À la base, c'est une erreur sur les qualités essentielles, là, de l'auteur de l'œuvre. Et forcément, je me plante sur l'auteur, donc je me plante sur la valeur. D'accord? Donc faites attention à là. La question paraît facile quand on pose la question de l'erreur sur la valeur, mais son application, pour certains, devient un peu plus difficile. Et dernier point aussi, sur l'erreur, lorsque l'erreur est provoquée, et donc on est dans un dol. Le dol, c'est une erreur provoquée. D'accord? Là, on admet l'erreur sur la valeur. D'accord? Faites attention à ça. L'erreur provoquée, donc le dol, on admet l'erreur sur la valeur. Alors, question suivante. On est... je sais plus si c'était Baptiste ou qui nous parlait du contrat d'adhésion. Là, on n'est pas loin. On est sur un article du Code civil qui est très important. Et donc la question ici, c'est de savoir si, faites attention, je vous parle de contrat d'adhésion, mais c'est pas forcément la réponse. Si la clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle est réputée non écrite dans tous les contrats, dans les contrats d'adhésion ou dans les contrats cadres. Petit point pour ceux qui ont un Code civil devant eux, allez voir dans le Code civil les dispositions sur ce point. Alors je vois qu'il y en a qui mettent deux réponses, mais si vous mettez A et B, A suffit, parce que A c'est tous les contrats, d'accord? C'est plutôt B, C ou A, ou B et C, d'accord? Donc je vois que les réponses arrivent, effectivement c'est la réponse A. Alors, point important, ici. Ça, c'est l'article 1170 du Code civil. Article très important qui est issu de la réforme droits des obligations, d'accord? Qui consacre une jurisprudence que vous avez forcément vue, qui a fait la saga judiciaire et qui a été commentée et recommentée. C'est les fameuses jurisprudences Chronopost, d'accord? Donc, petit rappel. L'idée était, en fait, que Chronopost, dans ses conditions générales de vente, mettait en place une clause d'exonération de responsabilité qui stipulait que la responsabilité de Chronopost ne pouvait être engagée qu'à hauteur du prix de la course. D'accord? Donc, vous avez payé 15 € pour envoyer votre Chronopost en rapide. Votre Chronopost, en fait, c'était un contrat à plusieurs millions d'euros. Malheureusement, il n'arrive pas au jour de la signature, donc vous perdez le contrat. Hein, vous perdez, vous, plusieurs millions d'euros. Eh ben non. Chronopost vous rembourse qu'à hauteur du prix de la course. D'accord? Bon. Cette jurisprudence a fait l'objet d'une saga parce qu'en fait, elle faisait appel à un thème qui a été abandonné, qui est la cause. Alors, la cause, vous savez, on a déjà dû vous faire cette blague. Si on vous a expliqué la cause et que vous l'avez compris, c'est que vous n'avez rien compris. Alors, la cause, en fait, c'était un peu la tarte à la crème du droit des contrats. C'était assez utile pour un avis personnel, hein, parce que ça permettait de rentrer dans le contrat et finalement de vérifier un peu l'équilibre du contrat. Et c'était très contesté aussi, parce qu'on l'utilisait de la manière que je viens d'évoquer.
Et on va vous dire que le contrat c'est la loi des parties, ce qui est vrai. Hein. Et du coup, bah finalement, on ne pouvait pas utiliser la cause comme telle. Donc on l'a abandonné, d'accord? Et alors étonnamment, on a abandonné la cause, mais on a consacré une jurisprudence les plus causales qui existent, d'accord? C'est la jurisprudence chronopause. Et ben donc ici, cette clause va être réputée non écrite dans tous les contrats, d'accord? Et là, le législateur s'est fait plus causaliste qu'il ne l'a voulu. Parce que, et c'est là où vous voyez la schizophrénie parfois du législateur, on nous dit d'un côté, j'abandonne la cause, mais de l'autre, je consacre la jurisprudence qui finalement est l'une des plus causalistes. Alors, pour la petite histoire, dans un cas pratique, d'accord, vous tombez sur ce type de clause, vous devez apprécier le fait qu'elle prive de sa substance l'obligation essentielle, d'accord? Comment est-ce que vous allez l'apprécier? Vous allez l'apprécier par rapport à l'économie générale du contrat. D'accord? Donc en fait, c'est un rapport économique. Hein. Vous avez une responsabilité qui peut être engagée à hauteur de, je sais pas, 10 euros, et l'économie générale du contrat, c'est 100 000 euros. On voit bien que là, il y a un véritable décalage. Donc ça porte atteinte à la substance de l'obligation essentielle. D'accord? Donc ça, c'est tout simplement la jurisprudence chronopause que vous connaissez en fait. C'est une codification de la jurisprudence chronopause. Et là où ça devient intéressant, c'est pour votre culture juridique, c'est qu'on se rend compte que l'abandon de la cause n'a pas été si abandonné que ça parce qu'elle rentre par la petite porte. C'est ce que certains auteurs ont dit, on abandonne la cause, mais on la fait rentrer par la petite porte. Et vu que ça s'applique dans tous les contrats, ça risque de laisser la part à un gros contentieux. Alors, question suivante. La clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties est réputée non écrite. Alors, toujours pareil, on est sur les mêmes thèmes, c'est pas dans la jurisprudence chronopost. Là, est-ce qu'elle est réputée non écrite dans tous les contrats, dans les contrats cadres, dans les contrats de prestation de services ou dans les contrats d'adhésion? Alors, je sais plus qui m'avait fait la question sur les contrats d'adhésion. Eh ben, on est dans les contrats d'adhésion. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous définir les différents types de contrats. Contrat cadre, on l'a vu tout à l'heure, d'accord? Donc pas besoin de le définir, hein. Il y a 1111 du Code civil. Contrat de prestation de service. L'idée, en fait, là, c'est que je vais fournir un service. C'est une catégorie qui a été créée aussi à partir de la réforme du droit des contrats, qui englobe en fait le contrat d'entreprise, mais aussi par exemple le contrat par lequel vous mandatez un avocat. En fait, je vais fournir un service. C'est un contrat qui est assez large, qui a une vocation assez générale. On ne sait pas trop comment il va évoluer, mais l'idée c'est qu'on est dans une ère de service, donc maintenant en fait on a fait une catégorie générale du contrat de service. Et les contrats d'adhésion, il y en a pour le moment, il y a que 2 personnes qui donnent la bonne réponse. Hein. Je continue à expliquer ce qu'est le contrat d'adhésion. Et les contrats d'adhésion, ce sont des contrats, en fait, où les conditions générales sont soustraites à la négociation. Exemple typique, lorsque vous êtes en train de souscrire un contrat avec un opérateur téléphonique. Lorsque moi j'ai souscrit mon contrat avec mon opérateur téléphonique mobile, j'ai pas négocié les clauses du contrat. Ça pourrait être envisageable, mais c'est pas le cas, d'accord? Ce sont des contrats d'adhésion. Vous adhérez en fait aux clauses du contrat. Et là, on est à l'encontre de la logique du contrat. La logique du contrat, c'est en fait de dire c'est la loi des parties, mais c'est la loi des parties parce que les contractants ont négocié le contrat. Et là, dans le contrat d'adhésion, vous n'êtes pas en train de le négocier. Forcément, vous adhérez. On adhère au contrat et vous le prenez tel quel. C'est un package. Là, contrat de téléphonie, vous avez le contrat, hop, vous signez. C'est les 3/4 des contrats en fait qu'on signe. D'accord? Alors. Donc, la réponse, c'est la réponse D. D'accord? Et c'est la réponse D, c'est l'article, je vois qu'on me l'a donné, je crois que c'est Marie. Voilà, c'est l'article 1171 du Code civil, d'accord? Qui nous explique que dans les contrats d'adhésion, effectivement, ce type de clause est réputée non écrite. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant qu'on a fait 1170, 1171, il y a d'autres moyens de protéger la partie faible, entre guillemets. Notamment dans le droit de la consommation, en fait, c'est par le biais des clauses abusives. On est allé aussi chercher la responsabilité pas la responsabilité, plutôt le réputé non écrit de ce type de clause sur les clauses abusives. Les clauses abusives en droit de la consommation, le problème, c'est que ça vise un consommateur. Tout le monde n'est pas forcément consommateur. Définition du consommateur, c'est l'article préliminaire du Code de la consommation. Je vous laisserai aller la voir. Autre hypothèse aussi sur le déséquilibre significatif,
c'est dans le code de commerce, c'est L400, j'ai peur de dire une bêtise de tête, mais je crois que c'est L442-6-1, sixièmement du code de commerce, mais je dis peut-être une bêtise sur la numérotation, parce que c'est difficile d'apprendre ces articles par cœur. Et donc là, c'est entre commerçants, on peut, sur le fondement de déséquilibre significatif, en fait, engager la responsabilité du commerce, de son co-contractant commerce. D'accord? Donc là, question 14, 171 du Code civil, point extrêmement important aussi de la réforme droits des obligations, qui va avec 1170, 1171, c'est, si vous voulez, ce mouvement du législateur qui codifie cette protection de la partie faible. Alors, on va faire un peu de RGO, et puis je vois que je dépasse un peu, mais c'est pas grave, continuons, parce que c'est vraiment pas mal. Alors, RGO, hop, je vais un peu vite. Alors, cession de dette. Cession de dette, thème intéressant aussi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que là, c'est une nouveauté. C'est plus une codification, c'est une nouveauté de la réforme droit des obligations. Ah, mais j'avais juste sur l'article du Code de commerce, merci, L442-6, grand 1, deuxièmement, c'était pas sixièmement. Merci Marie-Laure, du Code de commerce. Donc, RGO, cession de dette. Alors, la cession de dette, c'est une nouveauté de la réforme droit des obligations, et c'est une nouveauté très importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, jusqu'à la réforme, on n'admettait pas la cession de dette telle qu'elle en droit français. D'accord? On n'admettait pas la cession de dette telle qu'elle en droit français. On avait des hypothèses qui permettaient de faire circuler la dette, mais c'était des mécanismes de régime général d'obligation, mais qui ne permettaient pas de céder la dette en telle qu'elle. Par exemple, la délégation était considérée comme un mécanisme permettant de faire circuler la dette. De manière un peu plus distendue par rapport au lien originel de droit, la novation aussi. On va y arriver après, la novation, je l'expliquerai après. Alors, cession de dette, nouveauté, il s'agit en fait de céder une dette. Je cède une dette. Donc, là, on imagine bien que dans le régime qui a été mis en place, il faut en fait s'accorder avec le créancier. D'accord? Donc, le créancier donne son accord à la cession de dette. Mais maintenant, la question qu'on va se poser, c'est, il peut donner un deuxième accord. Deuxième accord qui consisterait à faire quoi, en fait? À libérer le débiteur originaire. D'accord? En fait, là, il y a un mélange dans les réponses. Bon, c'est pas grave. Donc, à libérer le débiteur originaire. D'accord? Donc là, l'idée, c'est, faites pas attention à la deuxième réponse. C'est dans la décession de dette face au silence du créancier, le débiteur originaire est libéré pour l'avenir ou le débiteur originaire n'est pas libéré pour l'avenir. Il y a un mix avec la réponse de la question qui arrive après. C'est pour ça que on voit apparaître les exceptions inhérentes à la dette. Ce sera un thème qui arrive juste après. Il y a un petit cafouillage, c'est vraiment pas grave, c'est des petits soucis techniques, c'est la première fois qu'on le fait. J'espère que vous nous excuserez sur ce petit cafouillage technique, c'est vraiment rien de bien compliqué. Donc les réponses en fait sont les suivantes. Le débiteur originaire est libéré pour l'avenir ou le débiteur originaire n'est pas libéré pour l'avenir. D'accord? Ok. Donc, ce serait la réponse B, effectivement. Face au silence du créancier, le débiteur originaire n'est pas libéré pour l'avenir. Et donc, dans ce cas-là, on aura deux débiteurs plutôt, et ils seront solidaires vis-à-vis du créancier. Ça instaure, une forme de solidarité entre les créanciers. D'accord? Donc, il faut un accord express pour libérer le créancier originaire. D'accord? Ça veut dire que vous allez avoir un accord pour mettre en place la cession de dette et un deuxième accord pour libérer le créancier. Le débiteur originaire, excusez-moi, j'ai la langue qui fourche. Alors, on passe à la question suivante. J'annonce direct que je pense que les réponses sont mixées, donc je vais vous donner les réponses possibles dès maintenant. Non, vous voyez, donc en fait c'est pas ça, c'est là on a les réponses effectivement qui sont les bonnes. Donc dans la cession de dette, le débiteur substitué. Le débiteur substitué en fait, c'est le débiteur qui vient se rajouter et remplacer, dans l'hypothèse où le créancier donne son accord, vient remplacer le débiteur originaire, d'accord? Dans la cession de dette, on est sur du RGO, je sais que ça fait mal à la tête le RGO, ça fait chauffer le cerveau, mais si on comprend le RGO, on comprend toute la beauté du droit civil et on sait vraiment faire du droit civil. Donc, RGO encore une fois, cession de dette, deux débiteurs. Débiteur originaire, débiteur substitué. D'accord? Là, on est face au débiteur substitué. La question qu'on se pose, c'est est-ce que le débiteur substitué peut opposer les exceptions inhérentes à la dette ou ne pas opposer les exceptions inhérentes à la dette? Alors là,
faut que vous raisonniez, je vais vous aider. Alors, pour ceux qui donnent les réponses, il faut raisonner au regard du lien de droit. D'accord? Le lien de droit, ici, n'a pas changé. D'accord? On va distinguer les exceptions personnelles, donc qui sont personnelles au débiteur originaire, et les exceptions qui sont attachées à la dette, qui finalement ne sont pas liées à la qualité du débiteur ou à la personne du débiteur, elles sont liées au lien de droit. D'accord? Dans la cession de dette, contrairement à la novation, on n'a pas un nouveau lien de droit qui est créé. C'est le même lien qui subsiste, on rajoute un débiteur qui vient soit remplacer le débiteur originaire, soit s'y accoler. Donc le lien de droit, c'est le même. Donc, dans les exceptions qu'on pourrait invoquer, on aurait les exceptions purement personnelles au débiteur principal. Bah, celles-là, forcément, le débiteur substitué, il peut pas les invoquer, parce que elles sont personnelles au débiteur principal, originaire, plutôt. Par contre, celles qui sont inhérentes au lien de droit, bah, celles-là, par hypothèse, normalement, il devrait pouvoir les invoquer. Alors ça, c'est la théorie, d'accord? C'est tellement nouveau que on ne sait pas exactement comment les juges vont l'appliquer. Normalement, c'est comme ça que ça devrait marcher. Pourquoi? Pour la raison que je viens d'évoquer. Le lien de droit a subsisté. Si le lien de droit subsiste, les exceptions qui sont attachées au lien de droit, bah forcément, elles subsistent, parce que c'est le même lien de droit. On n'a pas éteint le lien de droit pour créer un nouveau lien de droit. On a le même lien de droit. Donc si ce lien de droit existe toujours, bah forcément, les exceptions qui sont attachées au lien de droit peuvent normalement être invoquées. Donc, la réponse ici, c'est la A. Voilà. Suite aux explications que je donnais, c'est forcément la réponse A. D'accord? Bon, on va faire deux dernières questions. Et puis après, on va se quitter parce que je vois que l'heure avance et que finalement, ça devient 1 heure de live, mais ça, c'est un plaisir. Et de toute façon, on refera des quiz. Donc moi, j'avais des questions en plus et on en profitera pour en faire plusieurs. Alors, nouveau thème, toujours dans le RGO. Là, on est sur la novation. Bah normalement, vous pouvez y répondre parce qu'en fait, j'ai donné la réponse. J'ai donné la réponse tout à l'heure en expliquant la cession de dette et la question des exceptions inhérentes à la dette. La novation, c'est un mécanisme du régime général d'obligation qui a pour conséquence d'éteindre une obligation pour en créer une autre ou de modifier une obligation. Je vous laisse répondre. Alors, ça crée un nouveau lien de droit. D'accord? La novation, elle éteint une obligation pour en créer une autre. Elle ne modifie pas une obligation, ne vient pas modifier une obligation. Alors, en fait, il faut préciser. On va avoir plusieurs types de novation. D'accord? On peut avoir une novation par changement de débiteur, par changement de créancier ou entre le débiteur et le créancier en modifiant le lien de droit entre eux. D'accord? L'idée là, pareil, on est sur le régime général d'obligation. Là, par contre, pas trop de nouveautés sur la novation. Hein, on est resté un peu sur des principes qui existaient déjà. De manière générale, ici, les modifications sont pas grosses. Alors, toujours maintenant sur la novation. Je vous refais le point de cours. La novation peut être réalisée de différentes manières. Je vous ai dit que c'était la création d'un nouveau lien de droit. Alors, cette création s'effectue soit par le changement du débiteur. En fait, on garde un créancier, on a, si vous voulez, un cadre juridique et on vient mettre un nouveau débiteur. Bah là, en fait, on a créé un nouveau lien de droit parce que sinon, c'est une cession de dette qu'on a vu tout à l'heure, d'accord? On peut faire aussi une modification au niveau du créancier et après, on peut garder le même créancier, le même débiteur et changer leur relation, d'accord? Donc, dans ma question, toujours sur la question des exceptions inhérentes à la dette, ça, c'est des questions qui sont assez technique et une fois qu'on a compris le raisonnement, en cas pratique, on ne se fait pas avoir. Mais c'est une question que nous, on aime bien poser en cas pratique parce qu'en fait, c'est une question qui permet de bien tester l'étudiant et de voir s'il a compris les différents mécanismes. Même question que sur la cession de dette, finalement, ici. Sur la cession de dette, on vous avait demandé si on pouvait opposer les exceptions inhérentes à la dette. Et ben là, par principe, dans la novation, par changement de débiteur. Donc là, en fait, j'ai changé de débiteur. D'accord ? Est-ce qu'on peut opposer les exceptions inhérentes à la première dette ou est-ce qu'on ne peut pas les opposer? Bah, la réponse, en fait, elle est un peu dans la question. D'accord? La réponse, elle est un peu dans la question. Tout simplement parce que on vous parle de première dette. Et quand on parle de première dette, bah, ça veut dire qu'on a éteint une dette pour en créer une autre. Et donc, les exceptions qui sont attachées à cette
premières dettes, et ben forcément, elles vont s'éteindre avec la dette. C'est l'idée, d'accord? Donc vu qu'elles s'éteignent avec la dette, et ben dans ce cas-là, on ne pourra pas les opposer. Différence du coup avec la cession de dette. Vous voyez la différence? Dans la cession de dette, on a gardé le même lien de droit. On a juste changé de débiteur. D'accord? Mais on a gardé le même lien de droit. C'est l'idée de la cession de dette, c'est cette nouveauté, ce nouveau mécanisme juridique qu'on a consacré, qui existe dans d'autres droits. Dans l'innovation, c'est pas la même chose, en fait. On a effectivement, si vous voulez, si on prend un peu de recul, on a l'impression que c'est la même chose parce qu'on a on a un nouveau débiteur, pardon. Mais la différence, c'est que le lien de droit est nouveau. Et donc ça entraîne énormément de conséquences, notamment au regard des exceptions qu'on va pouvoir invoquer. Là, on ne pourra pas invoquer les exceptions inhérentes à la dette. Parce que la première dette, elle est terminée. Alors, on fait encore une question. Je vous sens chaud. Et puis après, je vous laisse voir vos scores. Eh ben, c'est très bien. C'est une question cas pratique. Alors, vous avez une amie. Elle était sympa. Elle vous a offert une montre pour votre anniversaire, une belle montre. Et en fait, vous êtes un peu fâché. Postérieurement à votre anniversaire, et votre ami souhaite vous poursuivre. Il n'est pas très sympa quand même, hein. Ce genre d'ami, on s'en passe, sur le fondement d'un enrichissement injustifié. Enrichissement injustifié, je vais essayer d'avoir dans votre code civil, c'est ce qu'on nommait anciennement l'enrichissement sans cause. D'accord? Bon, alors sur le fondement d'un enrichissement injustifié. Et là, la question qu'on vous pose, imaginons que vous soyez avocat, hein, c'est est-ce que c'est possible? Est-ce que cet ami qui se considère blessé peut vous poursuivre et essayer de récupérer finalement la montre sur le fondement d'un enrichissement injustifié? Alors, la réponse, c'est non. Pourquoi est-ce que c'est non? Parce qu'en fait, dans l'enrichissement injustifié, pour le caractériser, il ne faut pas qu'il procède d'une intention libérale. Or là, à l'origine, votre ami vous offre la montre pour votre anniversaire. C'est donc une intention libérale. En fait, il vous a fait un cadeau. Il vous a fait un cadeau, mais juste parce qu'après, il est fâché contre vous, il décide qu'il vient récupérer la montre. Sauf que là, alors ce sera une question de preuve, évidemment. Vous devrez prouver l'intention libérale, mais ce sera facile parce qu'en fait, il vous l'a offert lors de votre anniversaire. C'était un cadeau. Donc, quand il y a un cadeau, forcément, il y a une intention libérale qui est attachée au cadeau. D'accord? Donc, sur ce fondement-là, le fait que ça procède d'une intention libérale, ça ne permet pas de caractériser l'enrichissement injustifié. Parce que pour que l'enrichissement injustifié, il faut que le transfert d'un patrimoine à l'autre ne soit pas dû, causé, si on veut utiliser un terme qui n'existe plus, qui est la cause. Mais en tout cas, n'est pas de raison d'être. Voilà, pour revenir à ça. Donc là, l'idée, c'est que vu que c'est une libéralité, en fait, une intention libérale, dans ce cas-là, l'enrichissement injustifié pourra pas être poursuivi. Bon bah écoutez, je vous remercie pour ce live. Vous étiez pas mal à suivre, c'est super bien. On va en faire plusieurs du coup parce que je vois que vous suivez. J'espère que ça vous a plu. Il y a eu pas mal de bonnes réponses, hein, je suis fier de vous. Et les réponses n'étaient pas toutes les plus simples possibles. Voilà, l'idée de ce genre de quiz, c'est qu'on va les continuer, c'est de faire des petits rappels comme ça, un peu comme des petites piqûres de rappel sur des thèmes. On va toujours diviser. Un jour, on n'a pas fait trop de responsabilités contractuelles là, on en fera. En fait, c'était les questions d'après, tout simplement. On en fera la prochaine fois. En tout cas, ça vous permet de rendre les révisions un peu plus ludiques. Voilà. Donc, je vous remercie de votre présence et puis je vous souhaite une bonne continuation. Alors, si j'ai un conseil de révision, surtout prenez votre code civil. Commencez à réviser dès maintenant avec le code civil à jour, évidemment, hein. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie pour votre attention.